Voilà, en fait, je reprends sur le même schéma, il n'y a pas de raison de ne pas l'alourdir un peu, puisqu'il est déjà très lourd. Et en fait, quand on fait de l'analyse, on a des schémas qui sont quelquefois un peu complexes, même quand on n'a pas examiné l'intérieur. Donc il n'y a pas lieu de reprendre. Je rappelle seulement que nous sommes sur une installation très simple, hein, pour ceux qui n'écouteraient pas les enregistrements dans l'ordre, vous voyez, et qu'on est arrivé ici donc sur le troisième enregistrement. Maintenant on n'est plus sur le 2, on est sur le 3, de schéma et mesure, applicable à ce schéma très simple avec 3 compresseurs et 3 usages, et puis une grande partie inconnue. On a déjà vu qu'il pouvait y avoir un intérêt à mesurer les puissances électriques, ce qui donnera la partie énergie, et notamment avec ce qu'on appelle les courbes de durée de charge, qui sont les valeurs mesurées mais triées par ordre décroissant. On voit l'intérêt de mesurer la pression quelque part. En général, on peut la mesurer à plusieurs endroits. C'est peu coûteux un capteur de pression. Et encore faut-il avoir un piquage en 1,5 pouce pour l'installer. Mesurer le débit. Ceux qui ont déjà suivi la présentation de la société Études Air Comprimé, que nous avons proposée préalablement, connaissent déjà l'importance des longueurs droites et l'importance de choisir une technologie de mesure de débit, si possible normalisée, au moins qui soit susceptible peut-être de faire l'objet de vérifications périodiques pour que la mesure soit correcte. Et bon, installé dans les règles d'art, c'est-à-dire en général sur des tronçons assez longs. Très souvent, au refoulement des compresseurs, on en manque, vous voyez, parce que les installateurs ne les prévoient pas. On se pose maintenant une question. Alors, on a vu que pour ce qui est du premier critère, l'énergie, on pouvait avoir des surconsommations sur de la marche à vide, qu'on pouvait peut-être éviter. Vous voyez, c'est pas forcément facile à faire. Quelquefois, ça passe par de la vitesse variable ou par la mise en place d'un réservoir qui a un peu le même type d'effet sur les économies d'énergie. On pourrait imaginer que ces mesures électriques servent aussi à dimensionner une récupération de chaleur. Hein, une récup de chaleur est envisageable, et pour savoir combien on peut récupérer, il faut souvent savoir combien on dépense réellement. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce petit compresseur là, qui a une très, très faible taux d'utilisation, il y a un des compresseurs sur lequel on ne récupère pas de chaleur. Vous voyez, on ne peut pas récupérer une chaleur qu'on n'a pas dépensée. On sent qu'il y aura des économies liées à la réduction des pertes de pression à travers l'ensemble de ce cheminement, à travers traitement de l'air, des filtres qui peuvent se colmater, réseau de distribution qui peut être sous-dimensionné et gêner le passage et faire des pertes de pression, ce qui impose ici une pression plus élevée. On peut aussi avoir des pertes de pression occasionnées par des mauvais comptages, des diaphragmes ou des vortex qui font des pertes de pression parfois très importantes. Enfin, on peut avoir des fuites sur tous ces usages finaux, les filtres à manche ayant des fuites internes difficiles à détecter quelquefois et quelquefois assez importantes. Les vérins, les fuites sont quelquefois plus importantes que la consommation utile, mais c'est souvent des consommations assez petites. Donc, quand il y a beaucoup de vérins dans une usine, s'il y a des fuites sur les vérins, très souvent le débit est à peu près constant, que l'usine soit en pleine activité ou à l'arrêt. Les vannes de régulation, je dirais, dans certaines usines agroalimentaires, il y en a beaucoup, dès qu'on travaille pour utiliser de la vapeur, vous voyez, il y a beaucoup de vannes de régulation. Il peut y avoir des vannes tout ou rien aussi, qui ressemblent un peu, qui régulent en tout ou rien, c'est un autre type de vanne pneumatique. On a vu qu'on pourrait éventuellement contrôler par des mesures de débit, à condition d'avoir une technologie adaptée pour mesurer d'assez petits débits, la présence de fuites éventuelles sur chacun des départs. Voilà. À ce stade, on va se poser des questions sur qu'est-ce qui peut occasionner des chutes de pression. On va s'intéresser à notre deuxième critère, je vais le faire en vert également, qui est la question de la stabilité de la pression. Alors, premièrement, je dirais, il faut s'assurer que les compresseurs assurent la pression. Il y a 30% des pannes, à mon avis, cette estimation est basée sur ce que j'ai pu collecter concernant les compresseurs de gaz naturel sur les plateformes pétrolières, vous voyez. Il y a à peu près 30% des pannes qui sont liées à des problèmes de commande. Si votre compresseur ici ne démarre pas, parce qu'il a été mal paramétré, ou peut-être il démarre, mais il lui faut 30 secondes pour démarrer, et le réservoir est trop petit, et donc il n'a pas le temps de démarrer, vous pouvez avoir, si un compresseur s'arrête et que le compresseur de secours démarre trop lentement, vous pouvez avoir une chute de pression simplement à cause d'un problème d'automatisation de l'engagement des compresseurs, et l'insuffisance de réservoirs qui pour l'instant ne sont pas trop précisés. Vous voyez,
c'est une des choses que nous allons examiner quand dans la suite de nos cours, nous allons préciser notre schéma de manière à voir à quel endroit installer des réservoirs et comment les dimensionner. Hein. Et surtout, on comprend que ça c'est lié à la notion de stabilité de pression. Il faut qu'un compresseur puisse démarrer sans que la pression s'effondre. Donc, si on admet qu'un compresseur peut se mettre en sécurité, tomber en panne, se casser, vous voyez, il faut admettre qu'il faut 20, 30, 40 secondes pour démarrer le compresseur de secours. D'autre part, on peut imaginer que les chutes de pression soient occasionnées par ce qu'on mesure ici, par les usages. Si vous avez une grosse filtre sur un filtre à manche, le filtre à manche, si une électrovanne en DN50 reste bloquée ouverte, c'est une membrane qui peut se déchirer, vous voyez, on peut avoir une fuite continue sur ce genre de système qui d'habitude effectue des tirs toutes les 2-3 minutes, vous voyez. On peut avoir tout d'un coup, au lieu d'un tir toutes les 2-3 minutes, on peut avoir un débit continu de plusieurs centaines de mètres cubeurs. Hein. Romain, dans une papeterie dans les Vosges, Romain, notre ingénieur mesure, a mesuré 700 mètres cubeurs pour la première campagne de mesure qu'il a effectuée seul. 700 mètres cubeurs de fuite, c'est quelque chose sur un DN80 qui alimentait ce filtre à manche de grande densité, une papeterie, donc c'était un très gros filtre à manche. C'est assez exceptionnel. On a trouvé dans une aciérie également, il y a un tuyau qui sifflait tellement le débit, on ne l'a pas mesuré, ce débit-là on cherchait des fuites, donc on s'est simplement signalé qu'il y avait un problème. Il n'est pas rare que quand on passe à côté du filtre à manche, on entende un sifflement, et c'est souvent le débit qui s'échappe à travers une électrovanne qui est endommagée. On supposait donc que 700 mètres cubeurs soit le débit de ce filtre à manche. Il est clair que si vos compresseurs sont des compresseurs d'à peu près 700 mètres cubeurs, vous démarrez le compresseur de secours et la pression peut chuter un peu encore, vous voyez, si la fuite est trop forte. Alors, qu'est-ce qui peut occasionner encore alors, les vérins, c'est difficile que le vérin occasionne des chutes de pression. À ma connaissance, moi, c'est arrivé qu'un gros vérin occasionne une chute de pression locale sur une partie du réseau. Voyez, si vous avez un très gros vérin de presse et un réseau qui l'alimente en petit diamètre, quand le vérin commute, fait son déplacement, il arrive que la pression chute localement dans le réseau de 1 bar ou 2, tout simplement parce que c'est un réseau où il n'y a pas de réservoir suffisant à côté, localement, donc on peut traiter ça en mettant un réservoir pour protéger le réseau du fonctionnement de ce vérin. On trouve ça quelquefois dans des bouts de réseau un peu sous-dimensionnés, manque de réservoir. Quelquefois, il faut redimensionner le réseau, quelquefois il faut redimensionner le réservoir. En fait, c'est l'analyse de ce qui va se passer entre les deux qui nous donnera des idées. Les vannes de régulation, moi, écoutez, je n'ai jamais eu de cas de chute de pression causée par les vannes de régulation. Par contre, à l'inverse, il faudrait vraiment des chutes très prononcées, très fortes de la pression pour que les vannes de régulation soient gênées, parce qu'en général, elles travaillent à 1 bar 2, 1 bar 3, vous voyez, mais ça peut arriver. Alors, quel est le critère qu'on va dire pour savoir si c'est plutôt les compresseurs ou plutôt les usages, ou certains usages qui occasionnent les fuites? Eh bien, c'est les mesures simultanées de pression au debout. Vous voyez, là, on a envisagé les mesures de pression, mais on n'a pas trop détaillé ce qui se passait là-dedans, vous voyez. Mais il est certain qu'on peut mesurer la pression au refoulement de chacun des compresseurs. Hein, s'ils ne sont pas tous dans la même salle, ça peut être intéressant d'avoir 3 capteurs de pression, si c'est dans des centrales différentes. Et on peut mesurer sur chaque utilisation, en bout de ligne, on peut mesurer la pression. Et donc on a 2 cas de figure possibles. Soit la pression chute simultanément au refoulement des compresseurs et à l'arrivée. Et là, on a tendance à dire que, puisqu'elle chute partout et à peu près dans la même proportion, le problème vient plutôt des compresseurs qui sont trop petits. Vous voyez, la pression chute déjà ici. Le deuxième cas de figure, c'est une pression qui reste stable, relativement stable, au refoulement des compresseurs et qui chute localement. Dans ce cas-là, on peut dire avec certitude, grâce à ces mesures, que le problème se situe entre les deux. C'est une résistance à l'écoulement qui va être causée par un des éléments qu'on traverse. Le traitement d'air, on peut avoir un filtre colmaté, réseau de distribution, il peut être trop long et en trop petit diamètre. Le comptage peut occasionner des pertes de pression qu'on pourra quelquefois éviter, en supprimant le compteur, si plutôt que
Si le compteur est là pour faire l'économie, il faut trouver un compteur qui fasse peu de perte de pression. Les tubes de Venturi, c'est ce qui fait le moins de perte de pression parmi les moyens normalisés. Non, il y a le tube de Pitot aussi qui en fait très peu, hein, encore moins, qui par contre est plus difficile à utiliser. Donc vous voyez les mesures qu'on peut envisager. Supposez qu'on trouve qu'il y a des pertes de pression là, qui soient liées à une surconsommation, vous voyez, donc elles sont simultanées dans toutes les parties mesurées, hein, en amont et en aval. Si on est dans cette situation-là, en général, on va examiner s'il y a quelque chose de nouveau dans l'installation, si on a rajouté un filtre à manche, par exemple, ou rajouté une utilisation qui n'existait pas avant. Si on ne trouve rien, on va supposer qu'un filtre à manche ou quelque chose peut, ça peut être des canons à air dans une cimenterie, on avait envisagé que ça pouvait être une cimenterie, il y a un certain nombre d'usages de l'air comprimé qui peuvent donner lieu à des fuites internes importantes, et dans ce cas-là, une méthode, c'est de mesurer le débit ponctuellement, parfois de mesurer en continu, pour diagnostiquer rapidement quel est le filtre à manche qui pose problème, vous voyez, sans forcément avoir un démètre à poste fixe, mais on peut avoir, par exemple, des tubes de Venturi installés localement, mais sans électronique, donc un matériel peu coûteux, et des gens qui, quand il y a un problème de chute de pression dans l'ensemble du réseau, vont faire une tournée pour, en 1 heure ou 2, décider quelle est la fuite d'air comprimé particulière qui gêne l'ensemble de l'usine. Voilà, donc nous avons alors bien sûr, il y a un cas intermédiaire où la pression chute pas mal ici et encore plus là, vous voyez. Dans ce cas-là, on peut avoir en fait une cause, on peut avoir deux causes à nos problèmes, vous voyez. Des problèmes sur l'engagement des compresseurs, quelque chose qui se passe hein, quand ici vous avez une pression qui varie un peu trop sur un bar, vous voyez. En général, ici, ça doit réguler sur quelques dizaines de millibars, vous voyez, avec des compresseurs modernes, sur 150 ou 200 millibars, vous voyez. Si ici vous avez une très forte plage de pression et qu'elle est encore plus forte là, on peut avoir des cas où vous êtes mauvais, pas très bon au niveau de l'engagement des compresseurs ou de leur dimensionnement, hein, et puis où vous n'êtes pas non plus très bon pour le réseau de distribution et où enfin il y a des consommations excessives et inhabituelles à certains endroits. Je dirais que vous avez ici un outil d'analyse et quelque chose qui va vous pousser à mieux connaître votre schéma de distribution. Connaître le traitement, ça en général c'est dans la centrale d'air comprimé. Réseau de distribution, c'est un lourd travail. Quand un technicien d'exploitation prend son poste, la première chose qu'il doit faire à mon avis, c'est suivre ses réseaux. Vous voyez, les comptages, c'est souvent sous-estimé, mais ça fait des pertes de pression, alors qu'en fait on est là, on les met pour faire des économies d'énergie, c'est assez paradoxal. Et les usages, leur problème, c'est qu'ils dépendent souvent d'un service différent du service qui produit l'air comprimé, qui est souvent même une société extérieure. Voilà, c'est tout pour ce troisième cours. On va aborder dans le quatrième la qualité de l'air comprimé et on verra ce qu'on peut en dire avec ce schéma très simple. Donc, à tout à l'heure.